Kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande, et good day en Australie. Bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Voyage au bout du monde avec Antipode Travel, consacré au séjour en camping-car. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et comme on nous demande souvent de comparer un séjour en voiture et en camping-car, j'ai décidé de consacrer cet épisode aux maisons sur roues avec mon invité et partenaire Stéphane de Détour NZ. On va parler des avantages et des inconvénients de ce type de transport, où dormir, comment tout cela s'organise et si le camping-car est fait ou non pour vous. Alors, bienvenue dans cet épisode Stéphane, bonjour. Salut Sandrine, merci beaucoup pour me recevoir dans ton podcast. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici et de parler du voyage en camping-car en Nouvelle-Zélande. Eh bien, écoute, c'est super de t'avoir dans ce podcast, Stéphane. Alors, il faut dire à nos auditeurs un petit peu pourquoi on a choisi de t'inviter. Alors, parce que tous les deux, on a une agence qui est basée en Nouvelle-Zélande. Nous, Antipode Travel, toi, Détour NZ. Donc, on est concurrents quand même sur la base. Mais voilà, on travaille en bonne intelligence et on s'est dit que qui de mieux que de spécialistes des camping-cars pourrait conseiller nos clients. Et ça fait quelques mois maintenant qu'on a ce partenariat et nous, on est contents, on est très très contents. Nous aussi, exactement. Merci en tous les cas pour ce partenariat. Ça nous fait vraiment très plaisir d'aider vos clients. On les conseille du mieux qu'on peut, on leur offre des super prix, des super conseils lorsqu'on peut. Donc on est là pour tes clients et on les chouchoute, t'inquiète pas pour ça. Et c'est ça qu'on veut, c'est que nos clients soient conseillés par des spécialistes. Vous connaissez tout de la couleur, non j'exagère, mais de chaque équipement de camping-car, de pourquoi on devrait choisir ce modèle plutôt qu'un autre. Donc c'est ça qu'on recherche. Donc ce partenariat, il est en place et donc si nos clients nous contactent pour une demande de séjour uniquement en camping-car, eh ben, c'est vous qui allez les conseiller. Donc je me suis dit, on va t'inviter Stéphane pour parler en fait pourquoi on devrait choisir le camping-car déjà pour voyager en Nouvelle-Zélande et à qui ça s'adresse en priorité. Parce qu'on a souvent des clients qui hésitent, camping-car contre le voyage en voiture. Donc à qui ça s'adresse, un voyage en camping-car ? Comme son nom l'indique, le camping-car reste du camping. Donc si on n'est pas ouvert à rentrer dans une certaine routine du camping, c'est pas pour vous. C'est-à-dire si vous n'êtes pas prêt à vider les eaux usées, à remplir d'eau fraîche, à vider les toilettes, à faire votre cuisine dans une cuisine équipée entre guillemets camping-car, c'est-à-dire on n'a pas tous les ustensiles qu'on aura à la maison. C'est une cuisine qui est très bien équipée, mais qui est quand même qui est fait pour le camping-car. Il y a 2-3 casseroles, il y a juste une gazinière avec 2 feux, il y a un petit four, le réfrigérateur il fait pas 200 litres, il est quand même assez compact. Donc voilà, donc toutes ces choses sont très bien faites, mais pour les personnes qui aiment l'esprit camping. C'est ça. Il faut accepter de salir les mains, comme tu l'as dit, et puis de vivre un petit peu en promiscuité aussi, un certain moment, surtout quand il ne fait pas beau, si on est un petit peu enfermé dans ce véhicule, mais ça donne une flexibilité incroyable sur l'itinéraire. Et effectivement, si on fait un voyage en camping-car, on n'est pas obligé, on peut rester très flexible, on peut changer son itinéraire en fonction de ses envies du jour, en fonction de la météo, en fonction de comment on se sent le matin, en fonction de tout ça. Donc pour ça, c'est très apprécié et c'est aussi très apprécié des familles. Lorsque, par exemple, on a les enfants qui sont fatigués un jour et qui ne veulent pas faire 3 ou 4 heures de route, eh ben, il n'y a pas de problème avec un camping-car. On peut changer l'itinéraire et on peut rester dans le camping où on est. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a pas mal de gens qui nous demandent un voyage en camping-car, mais avec chaque étape déjà programmée. Et c'est vrai que pour moi, ce genre de personnes, je ne pense pas que ça leur convienne vraiment. C'est plutôt un autotour, une formule avec voiture qui leur conviendrait. Parce que si on choisit un camping-car, c'est justement pour profiter de cette flexibilité. Donc, c'est vrai que je conseille de se laisser vivre, en fait, et puis de voir avec la météo, de voir avec l'envie de chacun. Ceci dit quand même, étant donné que le pays, il est tout en longueur, c'est vrai que si on manque, entre guillemets, 1 ou 2 étapes et que va falloir faire beaucoup de kilomètres pour rattraper ensuite, si on a un itinéraire en tête un peu établi.
Oui, tout à fait. Il faut garder une certaine flexibilité. C'est bien d'avoir des étapes en tête, c'est bien d'avoir une idée d'itinéraire pour ne pas louper les choses qu'on veut vraiment visiter, mais c'est bien de rester flexible. Par exemple, si on voit qu'il ne fait pas beau à une étape un jour, eh bien, autant passer directement à la suivante. Et puis, si c'est possible de revenir, on revient. Ou par exemple, si on fait qu'une l'île du Sud ou qu'une l'île du Nord, pourquoi s'obstiner à aller par exemple au Sud lorsqu'on peut commencer par le Nord s'il fait plus beau? Donc voilà, ce sont des petits conseils que nous on propose lorsqu'on fait un itinéraire en camping-car pour les voyageurs. On leur dit toujours restez ouverts, restez flexibles. On propose plusieurs options et pas seulement un itinéraire qui n'est pas flexible. On propose des options, des étapes et on ne fait pas un circuit au jour le jour, on fait des circuits par étapes. On nous demande également, bien sûr, la différence de coût entre un séjour en camping-car et un séjour en formule voiture et logement. Et là, c'est toujours difficile de répondre. Moi, je dis toujours, ça dépend beaucoup du niveau de confort que vous attendez. Est-ce que vous voulez dormir tout le temps, on va dire à la Belle Étoile, dans des campings gratuits, ou si vous voulez quasiment dormir toutes les nuits dans des campings. Donc, est-ce que tu peux donner un petit peu à nos auditeurs une idée de tarifs et comment on peut évaluer le coût d'un séjour en camping-car ? Je sais que ce n'est pas facile comme question, Stéphane. Oui, c'est pas évident. Je vais essayer de donner une idée de tarif, mais avant, je vais juste proposer ou montrer qu'il y a différents types de véhicules avec différents types de voyages. Donc, il y a, pour les personnes qui ont un budget le plus serré, il est possible de prendre des véhicules qui n'ont pas de toilettes et douches à l'intérieur, qui restent quand même autonomes. Il y a certains véhicules sans toilettes et douches qui sont quand même autonomes et qui permettent de faire du camping sauvage. Donc, pour les personnes qui ont un budget très limité, mais qui souhaitent quand même vivre l'aventure camping en Nouvelle-Zélande, ce style de voyage sera le moins cher. Et on peut, en saison moyenne ou en haute saison, on peut faire un voyage comme cela pour environ $150 par jour pour un véhicule. Et ça comprend le véhicule qui est autonome et rester en camping sauvage la plupart des nuits ou en camping du Nord. Et bien sûr, on parle de dollars néo-zélandais. On parle de dollars néo-zélandais, tout à fait. Ensuite, de l'autre côté, si on est une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, on souhaite un véhicule avec douche et toilette à l'intérieur pour avoir un petit peu plus de flexibilité. Et on souhaite quand même faire des campings de temps en temps pour pouvoir recharger la batterie, vider les eaux usées, faire le plein d'eau et que les enfants profitent des aires de jeu et que, par exemple, on profite aussi d'une bonne douche bien chaude de 10 minutes de temps en temps. Pour cela, il faudra regarder un budget entre 300 et $500 néo-zélandais par jour. Donc le prix varie beaucoup et c'est pour ça que c'est difficile de comparer le séjour en voiture ou en camping-car. Mais dans les prix que tu indiques pour une famille de 4 personnes, c'est à peu près le même prix que si c'était en formule autotour. Hein. C'est souvent ce qu'on voit. Il n'y a pas vraiment une grande différence de prix entre un voyage en camping-car et un voyage en autotour. Ensuite, c'est certain que si, j'imagine, on prend des hébergements de catégorie supérieure, le prix va être un peu plus important que pour un camping-car de qualité moyenne. Oui, c'est vrai que le prix, c'est pas vraiment ça qui fait la différence. C'est le style de voyage. On a parlé de flexibilité tout à l'heure. C'est le côté un peu aventure. Hein. C'est vrai que ça, les familles le recherchent, notamment les familles, mais aussi d'autres types de clients. Donc voilà, c'est pas le prix qui fait la différence, c'est comment vous voulez voyager. On a mentionné la période hivernale. Est-ce qu'on peut voyager en camping-car en hiver ? Oui, il est tout à fait possible de voyager en camping-car en hiver. Il faut juste un petit peu plus d'organisation. Sachant que faire du camping sauvage en hiver, c'est toujours un petit peu plus compliqué à cause de la température.
Donc, c'est possible. Les prix sont très, très intéressants, mais ça demande quand même un peu plus d'organisation. Par exemple, s'il a plu une journée, il faut sécher tous les vêtements à l'intérieur du camping-car. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué si on fait du camping sauvage. Maintenant, si on reste en camping la grande majorité du temps, on peut utiliser les infrastructures des campings pour sécher le matériel de randonnée, par exemple. On peut profiter de douches qui sont chauffées, qui seront bien plus longues que faire une douche rapide dans le camping-car. Donc voilà, pour tout ce genre de choses, c'est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué quand même. Est-ce que tu conseillerais, Stéphane, de réserver les campings si on souhaite dormir dans ce genre d'établissement et qu'on ne veut pas faire du camping sauvage? Est-ce qu'il vaut mieux les réserver à l'avance? Alors, il faut réserver les campings à l'avance lorsqu'on vient en très haute saison et en fonction des régions. Donc, je vais donner un exemple assez précis. Si on voyage en haute saison et on veut visiter la péninsule de Coromandel, qui est donc sur l'île du Nord à environ 200 km d'Auckland, il faudra réserver les campings à l'avance absolument. Il y a des périodes qui sont très demandées, pas uniquement par les touristes ou les voyageurs étrangers, mais aussi par les Kiwis qui voyagent aussi lorsqu'il y a des vacances. Donc il y a quelques régions qui sont très demandées au niveau touristique. On pense à Queenstown aussi, par exemple, dans l'île du Sud. Wanaka, Queenstown, ce sont des régions très demandées. Il vaut mieux, c'est même très très recommandé de réserver un camping. Exactement. Queenstown, par exemple, il y a seulement 2 campings à Queenstown qui sont généralement pleins la plupart du temps. Même en hiver, même en été, même en automne, même au printemps. Donc il faut réserver les campings à l'avance. Mais je m'arrête. Voilà, c'est seulement quelques régions où il faut réserver à l'avance. Pour le reste du pays, il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance et on peut, comme je conseille à tout le monde, c'est au moment de l'apéro, la nuit d'avant, on regarde où est-ce qu'on va rester le lendemain. On fait une liste de 2 ou 3 campings. Et au moment de l'apéro, voilà, on en appelle un et on peut dire, bon ben voilà, je vais venir demain, est-ce qu'il y a de la place? On n'est même pas obligé de réserver et on demande. S'ils nous disent oui, il n'y a pas de problème, bon ben dans ce cas-là, on sait qu'il n'y a pas de problème. Mais on est obligé de prendre l'apéro quand même. Hein. On est obligé de prendre l'apéro, c'est exactement ça. Les deux vont ensemble. Hein. On organise, on a la carte sur la table de camping à l'extérieur, on regarde les choses à voir, les choses à faire, et on peut pas laisser passer ça sans accompagner avec un petit saucisson et un petit pastis. Hein. Un saucisson. Mais Stéphane, je te rappelle qu'on est en Nouvelle-Zélande quand même. C'est plutôt du fromage avec des crackers pour l'apéro. Oui, voilà, un cheddar et du cracker. Alors, camping, donc on a parlé des holiday parks, hein, les campings. Il y a aussi la possibilité de dormir en camping sauvage, mais sous certaines restrictions. Et il faut dire que c'est quand même de plus en plus strict et qu'on ne peut pas dormir partout. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les contraintes et qui a le droit de faire du camping sauvage ? Donc, pour pouvoir faire du camping sauvage, il faut avoir un véhicule autonome, ou comme on appelle ici, self-contained. Il faut qu'il y ait une cuve d'eau usée à l'intérieur, une toilette fixe à l'intérieur. Donc, si on n'a pas ces équipements dans le véhicule, il n'est pas possible de faire du camping sauvage. Donc là, on est obligé de rester dans des campings du DOC, le Department of Conservation, ou les campings aménagés comme on l'a dit, Top 10 ou Kiwi Holiday Park, ce genre d'établissement, on est d'accord? Oui, exactement. Donc il y a énormément de campings Top 10 Holiday Park ou des campings du DOC, donc ce n'est pas forcément un problème si on n'est pas self-contained, mais il faudra rester dans ce genre de camping-là. Alors pour trouver les emplacements de camping, notamment les campings sauvages, il y a des applications, je crois, qui peuvent aider nos voyageurs. Est-ce que tu en as une ou deux à conseiller ? Oui, donc on conseille l'application Rankers et l'application Campermate. Donc ce sont 2 applications qu'on peut trouver sur Internet ou sur les moteurs de recherche qui permet de voir en fait tous les campings dans le pays, donc les campings payants, les campings du DOC, mais aussi où est-ce qu'on peut faire du camping sauvage. Donc tous les campings sont notés en plus, donc il y a avec des petites photos et des petites descriptions qui permettent un petit peu d'avoir une impression sur ce qu'on va trouver.
Parce que le camping sauvage, comme on le sait, ça peut être un coin de rue, un bout de champ, au bout d'une rivière, mais voilà. Donc certains sont très très bien, mais d'autres peuvent être un peu moins agréables. On passe à côté de la route, ou bon, bon voilà. Donc c'est bien de regarder ce genre d'application. Oui, surtout qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne peut simplement pas accéder parce qu'il y a des barrières, en fait, dans les champs, par exemple. Ça, ce sont des propriétés privées, généralement. Ce n'est pas parce que s'il y a un champ avec des vaches dessus qu'on peut tout de suite arriver avec le van et s'installer et sortir les tables et chaises de camping. Ce sont des propriétés privées. Donc, on n'a pas le droit de faire du camping sauvage dans les propriétés privées. En Nouvelle-Zélande, il y a quand même énormément de champs, énormément de nature. Et même si on a l'impression que personne y habite ou ça appartient à tout le monde, ce n'est pas le cas en fait. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'on encourage nos visiteurs à respecter la Tiaki Promise, donc la promesse en fait de respecter évidemment l'environnement et de respecter les lieux et de ne pas laisser de traces quand on part. Donc c'est important quand on choisit de faire du camping sauvage de bien respecter ça parce que voilà, sinon on abîme vraiment notre environnement. Donc voilà, soyez des tidy kiwis comme on dit ici. Oui. J'ai très confiance aux voyageurs. Généralement, ce ne sont pas les voyageurs internationaux qui causent des problèmes, mais c'est toujours bien de le rappeler. On va aborder maintenant un petit peu des sujets peut-être un peu plus techniques sur le type de véhicule. Donc on a vu qu'il y avait des véhicules qu'on appelle un camping-car, RV, motorhome, véhicules récréatifs, je crois qu'on dit au Québec, qui sont donc des véhicules avec douche et toilettes bien aménagés. Et puis on a une autre catégorie, les vannes, où il n'y a pas de salle de bain et qui sont pas tous self-contained d'ailleurs. Si, ils le sont tous ? Les vannes ? Non, les vannes ne sont pas tous self-contained. Il faut savoir qu'en 2023, une nouvelle loi est passée qui demandait à tous les vannes qui étaient jusqu'à présent self-contained ou qui étaient avant self-contained de repasser la certification. Mais cette fois-ci, ils devaient avoir une toilette fixe à l'intérieur. Donc il y a quelques années, les vannes pouvaient être self-contained avec seulement une toilette à l'intérieur. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une toilette portable, il la mettait à l'arrière dans le van, dans le coffre, et puis hop, ça y est, ils avaient la certification. Ouais, et ils ne l'utilisaient jamais, c'est ça ? Et ils ne l'utilisaient jamais. Et nous, on disait à tous nos clients, attention, même si c'est self-contained, vous n'allez pas utiliser les toilettes, c'est difficile d'utiliser, c'est pas pratique, vous n'allez pas utiliser les toilettes. Maintenant, le gouvernement a décidé de changer cette loi et donc d'imposer à tous les loueurs que les toilettes soient fixes à l'intérieur du véhicule pour être utilisables. Donc beaucoup de loueurs ont refait l'aménagement intérieur du véhicule, mais certains ont dit bon, c'est trop compliqué, c'est pas pour nous, donc on va passer en véhicule standard et non autonome. Donc cette loi devient obligatoire le 7 décembre 2024. Généralement, quel âge ont les camping-cars que vous proposez pour la location ? Bon, il y a tout âge. On propose des véhicules qui ont moins de 1 an, qui sont neufs, pratiquement neufs, et on propose des véhicules jusqu'à 7 ans, 8 ans. On essaie de ne pas proposer des véhicules trop vieux. Maintenant, en fonction, bien sûr, des demandes des personnes qui ont un budget un peu plus serré ou qui ont vu des véhicules. On a beaucoup de personnes qui viennent vers nous. On a vu ce véhicule-là, on veut absolument le louer, il est un prix intéressant. On essaie quand même de déconseiller les véhicules qui sont trop vieux. Mais voilà, on peut proposer des véhicules de 0 jusqu'à 7-8 ans, et il y a des véhicules qui sont plus vieux qui peuvent aller jusqu'à 10-15 ans aussi. C'est vrai que les véhicules les plus vieux, ils auront beaucoup de kilomètres. On roule beaucoup en Nouvelle-Zélande. Et puis l'équipement aussi sera plus vétuste. Les placards fermeront peut-être pas très bien. Il y a comme ça une usure qui se sent et qui peut être un petit peu dérangeante si on n'est pas prêt. Donc il ne faut pas toujours penser au prix. Il faut aussi voir ce qu'il y a derrière au niveau de la qualité des véhicules. Oui, tout à fait. On le voit régulièrement. Et souvent, on voit même des véhicules qui
ont l'air récents au niveau de l'âge, qui ont 4, 5 ans, qui commencent à être usés et l'équipement intérieur commence à avoir quelques problèmes. Donc il faut bien demander, il faut bien rechercher, il faut nous poser les questions pour vraiment choisir le véhicule idéal pour des vacances réussies. Parfois, si on met juste un petit peu plus d'argent dans la location d'un véhicule, on aura beaucoup moins de problèmes que si on essaie de gagner quelques dollars ici par là. Ça peut changer les vacances quand même. C'est pour ça qu'on vous confie nos clients, parce que vous saurez les conseiller au mieux pour ce genre de voyage. Moi, j'ai souvent fait des voyages en camping-car avec ma famille. Et même si je connais bien comment ça fonctionne, franchement, quand on prend en main le camping-car, et je trouve qu'on se sent un petit peu emprunté, on ne sait pas où est le bouton là, pour ouvrir l'eau, etc. Donc je pense qu'un conseil qu'on peut donner à nos clients, c'est vraiment de prendre le temps à l'arrivée, de prendre en main le véhicule, de bien tout tester, que tout fonctionne et de bien savoir où se trouvent les choses. Parce que sinon, une fois qu'on est sur la route, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Est-ce que tu auras des conseils, Stéphane, à donner à nos clients ? Tout à fait. Tu as pratiquement répondu à ta question exactement. Lorsque on prend en charge le véhicule, il faut vérifier que tout fonctionne. Donc maintenant, tu vas me dire, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, comment on va faire pour vérifier tout ça. Donc nous, on propose une checklist. Donc on demande aux personnes de vérifier l'eau. Est-ce que la pompe à eau fonctionne ? Est-ce que la douche fonctionne ? Est-ce que le gaz fonctionne ? Est-ce que le chauffage fonctionne ? Est-ce que vous êtes 5 dans le camping-car, est-ce que vous avez au moins 5 assiettes ? Et voilà, donc on a une checklist de route avant que les clients partent avec le véhicule pour bien tout vérifier. Pareil, les tables, les chaises de camping, généralement, les assistants à la prise en charge disent voilà, je vous ai mis les 5 chaises de camping, mais au moment de les ouvrir, il y a une qui est cassée. On a eu le cas pour une échelle, nous. En l'occurrence, c'était en Australie, mais l'échelle ne fonctionnait pas pour aller sur le toit pour la tente. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, vérifiez bien, prenez le temps. Parce que souvent aussi, ils vous donnent une vidéo à l'arrivée quand vous faites le check-in. Donc, vous regardez les vidéos, vous pensez avoir tout compris. Mais en fait, une fois que vous êtes dans le véhicule, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Un petit conseil que on donne généralement aussi, c'est si jamais vous sentez que vous avez un petit peu la pression et on vous demande de partir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre le camping-car, mais vous arrêtez au supermarché qui est juste à côté. Et là, vous faites le tour complet à votre convenience. Vous prenez le temps, vous vérifiez et au moins, vous avez moins l'impression qu'il y a une personne derrière vous qui vous demande de libérer la place pour un autre client, en fait. Et un dernier conseil aussi qu'on propose, c'est par exemple, de passer une nuit pas trop loin du dépôt. Donc comme ça vous permet de tester les lits, de faire les lits, de les défaire, de vérifier l'eau et tout ça. Et si jamais il y a le moindre petit pépin, vous n'avez pas à faire 2 heures de route pour retourner au dépôt, mais seulement une petite demi-heure. Oui, c'est un très bon conseil, Stéphane. Une des premières choses que vous allez d'ailleurs faire, c'est aller au supermarché, puisqu'il va falloir faire le plein de courses. Alors, il faut savoir que la plupart des loueurs, quand même, ont des équipements qui sont déjà assez complets. Hein, tout ce qui est cuisine, torchons, draps, etc. et oreillers. Il y a quand même déjà des bons équipements à la base. Et d'ailleurs, Stéphane, est-ce que tous les types de véhicules, van compris, ont les équipements de type draps et oreillers et équipements de cuisine? Oui, tout à fait. Donc même les vannes les plus simples ont un équipement pour pouvoir dormir et cuisiner dans le véhicule. C'est le minimum qu'ils proposent. Donc oui, donc tous les véhicules, que ce soit du plus simple au plus luxueux, ont l'équipement standard. Et ensuite, c'est certain que les véhicules plus luxueux auront autre chose. Ils auront une cafetière, des verres à vin, ce genre d'équipement que les vannes les plus simples n'ont pas. D'accord, donc on conseille de prendre le véhicule plutôt en début de journée pour vous laisser le temps de le prendre en main, de voir comment tout fonctionne et puis d'aller au supermarché pour faire vos courses. Et ça, c'est chouette de commencer à remplir tous ces petits rangements. C'est généralement bien aménagé. Alors ne faites pas de trop grandes courses parce que vous ne pourrez pas tout rentrer. Non, exactement. Les frigos sont quand même assez petits, donc il faut pas trop
en mettre au début, ça sert à rien. Et puis lorsqu'on avance dans l'itinéraire, voilà, c'est toujours sympa de s'arrêter à un producteur de fromage ou un producteur de quelqu'un qui vend son poisson, voilà, pour ensuite rapprovisionner le frigo lorsqu'on avance en fait. Oui, c'est ça. Et puis, au niveau des salles de bain, quand on a un véhicule avec une douche aussi, ce que moi j'ai trouvé intéressant pour les enfants surtout, c'est de leur apprendre à se limiter en eau, n'est-ce pas? Parce que le réservoir d'eau n'est pas si grand et si tout le monde passe 10 minutes dans la douche, il n'y en a plus pour se faire la vaisselle, pour se laver. Donc, restriction, et c'est pas mal, je trouve, d'apprendre ça. Oui, c'est très bien pour tout le monde. On nous demande généralement combien de temps on peut rester avec une citerne d'eau en camping sauvage. Et je réponds souvent, ça dépend qui voyage. Donc par exemple, personnellement, lorsque je voyage avec des copains en camping-car, on va faire un voyage pour faire du vélo. Généralement, on arrive à rester en camping sauvage pendant une semaine. Voilà, on se mouille un petit peu, on se savonne. Et ensuite, sans eau, et on se rince. En revanche, lorsque je pars en famille, c'est toujours un petit peu plus tendu, parce que mon épouse aime bien se laver les cheveux régulièrement, et ma fille n'a pas cette conception d'économiser l'eau encore. Donc là, le camping sauvage, on fait une journée ou 2 jours, et ensuite, il faut rapprovisionner. Donc c'est bien, ça dépend. J'espère que ta femme ne va pas écouter, Stéphane. Elle ne parle pas français, donc ça va. Ah ça va alors. That's ridiculous! Et puis peut-être dernière question sur tous les services que vous apportez à nos clients. Donc on a le conseil, la réservation, et puis il y a l'assistance aussi, si jamais nos clients ont un problème sur place, Stéphane? Oui, exactement. Donc une fois que le véhicule est réservé, donc on a bien trouvé le véhicule idéal pour le voyage en Nouvelle-Zélande, on a une personne qui est dédiée à tout le service. Donc il s'occupe de l'itinéraire en particulier, répondre à toutes les questions, ce qui est donc avant la préparation du voyage, ou qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire, les éléments administratifs à ne pas louper, le permis international, la traduction et tout ça. Mais ensuite, une fois sur place, on est là. Donc le moindre pépin, si vous ne comprenez pas quelque chose en anglais, vous pouvez nous appeler et on répond à toutes vos questions. On vous aide en cas de pépin, on vous conseille si jamais vous avez des questions sur place, on peut vous donner des idées de camping, des choses à faire, des choses à voir. Donc on est là, on est présent pendant le voyage et bien sûr en français pour les personnes qui ne parlent pas anglais. C'est parfait, c'est justement ce que les clients recherchent, l'assistance, et c'est pour ça que c'est bien de passer par une agence aussi pour réserver un camping-car, parce que faut être honnête, il y a beaucoup de moteurs de recherche, on peut trouver un camping-car en ligne, mais vous n'avez pas tous ces conseils et cette assistance une fois sur place. Et tout à fait, je dirais même plus, quand on passe par un moteur de recherche, on est tout seul. Donc ensuite, lorsqu'on fait la prise en charge du véhicule, si jamais on a la moindre question, il faut se débrouiller en anglais avec une personne qui est déjà repartie avec un autre client, alors que nous, on est là. Voilà, si jamais vous ne savez pas, vous nous appelez et on vous répond en fonction du véhicule, ou alors on appelle même le loueur, on appelle le dépôt et on demande qui repasse avec vous 5-10 minutes, un quart d'heure, si c'est possible, pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. C'est parfait. Et si en écoutant ce podcast, ça vous a donné envie de découvrir la Nouvelle-Zélande en camping-car, ou si vous hésitiez entre les deux formules et vous vous dites oui, là c'est pour moi, vous n'hésitez pas, vous nous contactez sur l'email voyage au pluriel @antipode-travel.com et on transmettra votre demande à Stéphane et à son équipe pour un séjour réussi en camping-car. Et puis si vous vous êtes dit que finalement non, c'est la formule autotour, vous utilisez exactement le même email et on vous fera un beau projet avec une formule en voiture. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été mon invité dans cet épisode spécial de notre podcast. Merci beaucoup Sandrine de m'avoir reçu. Si un de tes clients a des questions, qui n'hésite pas à te contacter, tu nous fais suivre tout ça et on répondra vraiment dans les plus brefs délais.
Eh ben, c'est parfait. Merci encore. Et puis, vous pouvez retrouver les liens utiles dans la description du podcast. On mettra notamment les liens vers les applications qui peuvent vous aider sur place. Et puis, pour profiter de notre expertise et celle de notre partenaire comme Stéphane, rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Et ce podcast vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Laissez-nous des étoiles ou bien des commentaires. On adore savoir ce que vous pensez de ce podcast. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet particulier, eh bien n'hésitez pas, dites-le moi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Stéphane. Au revoir.